C'est intimidant. Moi, je prends le micro juste quelques instants pour annoncer Linda Hauer, qui nous fait le plaisir de venir avec nous aujourd'hui et qui est avocate à la Cour et docteur en droit et qui nous propose une intervention autour du projet de vie au sens de la loi du 11 février 2005. Bonjour à tous. Donc, je vais intervenir sur le projet de vie au sens de la loi du 11 février 2005. Je me présente quand même en quelques mots pour dire que j'ai un long parcours associatif avant d'avoir fait ma reconversion en tant qu'avocate, puisque j'ai travaillé pendant 15 ans au sein d'APF France Handicap en tant que... j'avais des fonctions de juriste et puis en tant que représentante aussi sur les dimensions de revendication. Voilà, donc alors le projet de vie, c'est un sujet qui est assez difficile au niveau, on va dire, de son appréhension par les textes et qui a été aussi reçu avec beaucoup d'interrogations au départ quand la loi 2005 a été adoptée, par des questionnements des personnes sur le terme projet de vie, en se demandant qu'est-ce qu'elles allaient bien pouvoir remplir, puisque la plupart du temps, cette question se posait pour les dossiers MDPH. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir recontextualiser un peu la notion de projet de vie et de comprendre à travers ce terme qu'est-ce qui sous-tend l'intention du législateur en ayant introduit cette notion, en partie à la demande des associations représentatives dans le champ du handicap, et de redonner du sens au projet de vie à travers aussi tous les développements qu'on peut avoir aujourd'hui sur les questions d'autodétermination, qui sont effectivement des questions assez fondamentales pour l'exercice des droits des personnes. Donc en fait, la question du projet de vie, finalement, c'est la volonté au niveau de la loi d'affirmer, de veiller à ce qu'on puisse mettre en œuvre et affirmer le droit au libre choix de son mode de vie et de ses décisions des personnes. Puisque finalement, l'apparition du projet de vie qui s'est concrétisé dans la loi du 11 février 2005, c'est en fait issu d'un long processus. Et en fait, ça illustre les évolutions qui ont travaillé, on va dire, le droit français au niveau des dispositifs internationaux et européens. Et donc, à travers tout le travail et des évolutions au niveau du droit international et européen, qui a beaucoup été influencé par les associations représentatives du handicap dans le champ international et européen, eh bien, le projet de vie, on peut dire qu'il s'inscrit dans la perspective de cette évolution, de changement de paradigme, donc d'une prise en compte du handicap dans le cadre d'une politique publique d'action sociale, inscrit dans un modèle médical vers une politique de non-discrimination et d'égalité des chances dans le cadre du modèle social, ou autrement dit, vers une approche de la politique du handicap par les droits. Et donc, déjà, dès l'intitulé de la loi, le parti a été pris, puisque la loi du 11 février 2005, elle s'intitule « Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, ça marquait la volonté d'inscrire cette notion de participation, d'inscrire la personne en situation de handicap comme sujet de droit sur la base de l'égalité avec les autres. Et c'est vrai que dans le cadre de la loi de 2005, outre le projet de vie qui est une dimension, on va dire, individuelle de la pleine participation des personnes à la citoyenneté, il y avait aussi la volonté d'inscrire à d'autres endroits de la loi des garde-fous, entre guillemets, pour que puissent être présents dans tous les lieux de décision dans le cadre de la politique du handicap, les personnes ou les représentants des personnes en situation de handicap pour être associés aux décisions dans le cadre des politiques publiques. Donc c'est vrai qu'il y avait dans le cadre de la loi de 2005 à la fois cette dimension de participation sur les décisions individuelles grâce à l'outil du projet de vie, et aussi de veiller à inscrire à toutes les étapes des réflexions ou des acteurs ou des organismes
qui définit ces politiques publiques, la présence de représentation pour porter effectivement la parole et peser sur les orientations pour les décisions concernant les personnes elles-mêmes. Donc finalement, c'est vrai qu'au niveau de la loi, il s'agissait donc de garantir aux personnes qu'elles ne soient plus regardées en fonction de leur handicap, mais comme des citoyens à part entière, au niveau de la loi de 2005, en prenant en compte leurs capacités. Et donc, effectivement, sous le prisme, on va dire, de faire en sorte que les personnes soient sujets de droit. Ainsi, les choix exprimés par la personne et donc le nécessaire respect des droits de la personne sans discrimination fondée sur le handicap implique de pouvoir recueillir ses souhaits et ses aspirations de manière appropriée par le véhicule du projet de vie. Donc en fait, inscrire la notion de projet de vie, c'était s'assurer qu'il y avait toujours ce retour vers quelles étaient les aspirations des personnes et leurs souhaits dans le cadre des actions qui étaient mises en place au niveau des MDPH ou bien plus largement dans le cadre de tous les processus de décision qui la concernent. Alors, si on regarde au niveau des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, où est inscrit le mot projet de vie, pour illustrer, c'est vrai qu'au niveau de la loi de 2005, le législateur il a confié à la Maison départementale des personnes handicapées un rôle d'assistance à la personne en situation de handicap et à sa famille pour la formulation du projet de vie. Donc, c'est ce qui résulte de l'article 146-3 du Code de l'action sociale et des familles. On a sa déclinaison au niveau réglementaire, puisqu'il a indiqué que la Maison départementale des personnes handicapées apporte son aide sur leur demande à la personne handicapée ou à son représentant légal pour la confection du projet de vie. Donc, conçu au niveau du législateur à l'époque, cette notion que les personnes doivent pouvoir exprimer leur projet de vie et qu'elles doivent être, si elles le demandent, soutenues pour pouvoir exprimer ce projet de vie. Et le projet de vie a été inscrit à plusieurs endroits, on va dire, cibles, notamment aussi au niveau de la Commission des droits et de l'autonomie, puisqu'il est rappelé que la Commission des droits et de l'autonomie, qui statue sur l'ouverture des droits des personnes, doit statuer sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, mais aussi des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie ou par son représentant légal. Donc, en fait, l'objectif, c'était bien de s'assurer qu'il était toujours, on repartait en fait sur ce qu'avait exprimé la personne pour que le projet de vie soit pleinement respecté. Il y a un élément effectivement qui est indispensable, c'est que la personne bénéficie d'une information adaptée à sa compréhension afin de permettre l'expression d'un projet de vie, ou bien autrement dit, afin de lui permettre de s'autodéterminer de façon éclairée. Et c'est là tout l'enjeu de ce qu'on pourrait appeler l'autodétermination éclairée, un peu sur le modèle du consentement éclairé, où le patient il va exprimer un consentement, mais sur la base des explications qu'on va lui donner pour prendre sa décision. La question du projet de vie et de l'accompagnement pour exprimer ce projet de vie, elle implique aussi ce postulat aussi, on va dire, de pouvoir expliquer aux personnes quels sont aussi leurs droits pour pouvoir faire en sorte peut-être de leur permettre, on va dire, d'exprimer un projet de vie qui va peut-être être différent en fonction des possibilités qui sont à sa disposition. Donc, en d'autres termes, au niveau de la loi de 2005, le projet de vie, il permet effectivement de veiller à ce qu'on ait une expression des aspirations de la personne. Et il s'est aussi traduit en lien direct avec le droit à compensation. Effectivement, le projet de vie, il est au niveau de l'esprit de la loi de 2005 et dans les textes, complètement articulé avec la notion de pouvoir mettre en œuvre le droit à compensation, c'est-à-dire la réponse aux besoins de la personne, en prenant en compte le projet de vie. Donc effectivement, c'est à la fois au niveau de la loi de 2005, le fait de créer les conditions de la participation à la vie en société sur la base de l'égalité en mettant en œuvre
le droit à compensation. Donc sur le plan individuel, si on a une lecture un peu fermée, on va dire, on va considérer qu'il s'agit notamment d'apporter des aides humaines, des aides techniques, aménagement du logement, les volets de la prestation de compensation, qui sont un outil direct de l'exercice des droits, effectivement, puisque les aides humaines et l'assistance individuelle sont indispensables pour un certain nombre d'actions, pour des déplacements ou pour d'autres types de situations pour exercer ces droits. Et plus largement, dans le Code de l'action sociale et des familles, le projet de vie va s'inscrire aussi dans le cadre de la mise en œuvre des droits de la personne, si on se réfère à une disposition qui est celle qui est relative au droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité, qui garantit aux personnes handicapées l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous citoyens, et qu'effectivement la personne handicapée, au sens du Code de l'action sociale et des familles, a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelle que soit l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Et cette compensation consiste à répondre à ses besoins. Et donc on a une énumération de tous les champs dans lesquels la compensation peut intervenir, qui est très large, hein, la scolarité, l'enseignement, l'éducation, l'insertion professionnelle, l'aménagement du domicile, l'offre de services, et donc qui implique que cette compensation consiste à répondre à ses besoins, inscrits dans le cadre du plan personnalisé, élaboré en considération des aspirations de la personne, telles qu'ils sont exprimées dans le projet de vie. Donc c'est vrai qu'on voit que le projet de vie, il est intimement articulé au droit à compensation, et que le droit à compensation, il est lui-même finalement l'outil qui va permettre de rétablir l'égalité entre les citoyens pour permettre d'accéder aux droits de la personne. Donc en ce sens, effectivement, le projet de vie, au niveau du législateur, il a parfaitement, on va dire, inscrit cet outil, on va dire, qui permet de mettre en œuvre de façon effective les droits des personnes, c'est-à-dire de respecter leurs aspirations, leurs souhaits, et de les rendre effectives en mettant en œuvre les besoins de compensation. Donc, dans le cadre des débats parlementaires, le projet de vie, il était perçu et exprimé dans le cadre d'un rapport du sénateur Paul Blanc au niveau de la Commission des affaires sociales. Lors de l'examen du projet de loi, il indiquait « L'évaluation des besoins d'aide de la personne handicapée fera l'objet d'un plan personnalisé de compensation établi par une équipe pluridisciplinaire en fonction des souhaits exprimés par la personne elle-même, à une approche parcellisée de ses besoins en fonction du type d'aide et des financeurs potentiels et substituer une évaluation globale de son projet de vie. Celle-ci permettra d'assurer une meilleure cohérence de l'ensemble des aides, de quelque nature qu'elles soient, autour de ce projet. Et concernant l'évaluation des besoins de compensation et l'incapacité des personnes handicapées sur la base de référentiels définis par voie réglementaire, l'exposé des motifs du projet de loi précise que cette évaluation ira au-delà de l'évaluation strictement médicale et de ses incapacités. Il s'agit là, en effet, de prendre en compte le projet de vie de la personne, ses aptitudes et ses potentialités, et d'élargir l'évaluation aux conséquences sociales du handicap. Donc, en fait, on voit qu'effectivement, le projet de vie, il s'inscrit vraiment dans ce changement de modèle, et il est tout à fait, effectivement, significatif de la volonté de vouloir veiller à ce que la place des personnes soit vraiment prise en compte et actrice de toutes les décisions qui peuvent être prises la concernant. Un autre extrait aussi, mais cette fois-ci du rapport qui a été établi en 2006 sur l'application de la loi de 2005, pour préciser que dans les débats parlementaires, l'idée concernant l'articulation entre le projet de vie et la prestation de compensation, alors c'est vrai que le projet de vie apparaît beaucoup dans la loi de 2005 autour de la prestation de compensation, qui est un outil permettant de rétablir l'égalité des droits et des chances. Et donc, oui, donc dans le débat parlementaire, l'idée concernant l'articulation entre le projet de vie et la prestation de compensation était qu'on n'attribue pas cette prestation en se contentant d'appliquer automatiquement un barème, mais qu'on le personnalise
Ainsi, 2 personnes présentant la même nature et le même degré de handicap peuvent avoir des prestations de compensation différentes parce que leurs projets de vie sont différents, que leurs capacités et leurs goûts ne sont pas les mêmes. C'est tout l'esprit de la réforme de la loi du 11 février 2005. Donc, on voit bien que le projet de vie il est conçu comme un outil qui permet de garantir les mesures de compensation ou les actions qui peuvent permettre de mettre en place la réponse aux besoins de la personne en respectant ses choix, en respectant sa singularité. Donc, c'est vrai que dans la loi du 11 février, le législateur il a veillé donc à poser des obligations en termes de respect des choix de la personne. Ça s'est traduit notamment par le fait de sanctuariser, puisque c'est une disposition législative, le fait notamment de choisir les modalités d'intervention de l'aide humaine, qui est un élément fort, puisque les interventions de l'aide humaine ont rapport avec le corps, la dignité de la personne, donc de pouvoir choisir librement quelles vont être l'organisation de son cadre de vie en faisant appel à un aidant familial, un prestataire, etc. Et donc là, ça a été quelque chose qui est la traduction du respect du projet de vie au niveau du fait de pouvoir exercer un choix librement et que ce choix soit respecté et puisse être modifié sur simple déclaration. De la même façon, on peut illustrer aussi le respect de ce projet de vie par rapport à l'exercice des droits sur le fait que dans la loi de 2005, la prestation de compensation a permis de pouvoir attribuer des heures d'aide humaine à des personnes jusqu'à 24 heures sur 24, ce qui était quand même quelque chose d'assez majeur. Aujourd'hui, quand on se resitue en 2005, on voit qu'il y a vraiment eu un progrès majeur au niveau des aides, des assistances au niveau de l'aide humaine. Et donc, aller jusqu'à 24 heures sur 24 ou même au-delà pour des personnes qui ont besoin de 2 intervenants, c'est bien garantir le libre choix du mode de vie, à savoir vivre à domicile ou en établissement, on va dire. Et donc, qu'est-ce qui est au cœur de cette garantie ? C'est effectivement le fait que le projet de vie de la personne doit être respecté et que le législateur a prévu des dispositions fortes pour pouvoir faire en sorte que ce droit soit reconnu et mis en œuvre. Donc, c'est vrai que dans le cadre de la loi de 2005, les exemples, ils vont surtout au niveau de la prestation de compensation, mais finalement, on peut transposer cette question-là sur d'autres volets. Et donc, pour exercer ses choix tout au long de sa vie et donc choisir son mode de vie, l'accompagnement d'une personne dans le cadre de son projet de vie, il va impliquer le respect de son droit à l'information pour effectuer des choix et prendre des décisions, on va dire, éclairées. Et donc, à ce titre, c'est vrai que l'information sur les droits, c'est une des clés de voûte de l'accès et du respect des droits fondamentaux dans le cadre des prises de décision que peut avoir la personne. Et donc, la prise en compte du projet de vie, elle est finalement l'aboutissement d'un processus avec des textes au niveau international et européen qui ont travaillé ces courants et ces mouvements au niveau international européen, ont travaillé aussi les acteurs associatifs au niveau français. Et c'est vrai que ça s'est traduit dans la loi de 2005 et qu'au quotidien, tous les citoyens, tout au long de leur vie, font des choix ou ont des projets qui ont à voir avec l'exercice des droits, et notamment des droits fondamentaux, puisque c'est le cas dès la scolarisation, dès les décisions qui sont prises au cours d'un parcours scolaire pour s'inscrire dans une filière ou une autre, au niveau de l'emploi, au niveau de la vie familiale, au niveau des choix relatifs à l'orientation sexuelle, relatifs à l'expression des opinions politiques ou de la pratique religieuse, ou des choix qui peuvent être de participer à une activité sportive individuelle ou collective, ou de vouloir faire, de voyager à l'étranger ou dans le cadre d'un camping-car, etc. Donc toutes ces choses du quotidien sont l'occasion de décisions. Elles sont faites par tous et finalement elles constituent l'exercice des droits de la personne à disposer de son corps, à pouvoir faire des choix pour elle-même sur son mode de vie et sur son projet de vie. Et dans l'exercice de ces choix, eh bien, en fait, qui sont mobilisés au quotidien, il n'y a pas, dans l'exercice des droits qui sont mis en œuvre, il n'y a pas de différence de traitement selon qu'on est en situation de handicap ou pas.
Bien évidemment, en droit français, les discriminations fondées sur le handicap sont interdites. Et donc, tout l'enjeu est celui de l'égalité des chances, c'est-à-dire de la nécessité qu'il y ait une intervention pour l'exercice effectif des droits sur l'environnement, pour permettre de rétablir et de créer cette égalité pour l'exercice des droits de la personne. Donc, c'est vrai qu'en droit français, en l'absence s'agissant des choix et des prises de décision de la personne, il est vrai qu'il existe un cadre juridique particulier pour les personnes qui ont une mesure de protection juridique, mais dont les modalités d'expression de la volonté ou des décisions peuvent avoir des aménagements par le truchement du représentant qui exerce la mesure de protection en termes de représentation. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un socle de droits qui ont été reconnus comme étant propres à toute personne. Donc il y a une sphère des droits dans l'exercice et on va dire intangible, quel que soit le statut. Et que par ailleurs, toujours sur cette question des personnes qui bénéficient d'une mesure de protection juridique, notamment de représentation à la personne, les personnes qui exercent la mesure ont une obligation d'informer et d'associer la personne et de prendre en compte ses aspirations dans les choix ou les décisions qu'elles vont prendre si la personne fait l'objet d'une mesure de représentation. Donc, ce qui est important de souligner aussi, c'est que dans les personnes en situation de handicap, donc qui ne bénéficient pas de mesures de protection, sont à même effectivement, au point de vue du cadre juridique, d'exprimer leurs choix et que l'outil de l'aide à l'expression de ces besoins est un droit à compensation et peut être conçu au sens de la loi de 2005 comme un droit à compensation. Je souhaiterais aussi ajouter que sur la question des droits au plan européen et international, c'est vrai que les textes au niveau les textes nationaux, internationaux, européens, ils garantissent à tous les êtres humains un socle de droits qui est commun dans les textes universels, notamment ceux qui garantissent les droits fondamentaux. C'est le cas de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations unies en 1948, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés de 1950. Je ne vais pas faire un catalogue parce qu'il y a beaucoup le corpus juridique, il est très riche. Et souvent, c'est des reprises d'un certain nombre de droits redéclinés, soit de droits de l'homme vers les droits sociaux, pour ce qui est par exemple de la Charte sociale européenne de 1961, qui a donné lieu d'ailleurs récemment à une condamnation de la France par rapport à la violation de la Charte sociale européenne par rapport à la politique du handicap. Mais c'est vrai que c'est important de noter que tous ces textes on a ressenti la nécessité de pouvoir les transposer de manière plus spécifique en direction de certains publics. Je pense notamment à la Convention sur l'élimination des droits des discriminations des femmes ou bien la Convention des droits de l'enfant et celle qui nous occupe plus, celle sur la Convention internationale des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. C'est-à-dire que face aux difficultés rencontrées pour l'effectivité des droits, il a été indispensable et nécessaire de rajouter des conventions plus spécifiques pour ces publics pour veiller à l'effectivité de leurs droits. Et donc, je pense qu'il est important de pouvoir souligner que la question qui, nous, en France, s'est traduite par cette notion de projet de vie qui était sous-tendue par les dispositions relatives à l'autodétermination qui sont inscrites dans la Charte sociale européenne à l'article 15, mais également au niveau de la Convention internationale des Nations unies sur les droits des personnes handicapées. Et donc, finalement, de pouvoir faire en sorte que les personnes puissent exercer les mêmes droits en apportant un appui et la mise en place de programmes d'assistance. Je cite notamment la Charte du droit social européen et des services d'interprétation à l'intention des personnes gravement handicapées ou souffrant d'incapacités multiples pour permettre aux personnes de participer davantage à la vie quotidienne. Et donc, c'est vrai que l'appui et la mise en place de programmes d'assistance individuelle ou de services
à leur intention. C'est tout à fait finalement ce que vous mettez en place à travers le dispositif pour lequel vous allez partager aujourd'hui. Donc, au niveau de la Convention internationale des Nations Unies, il y a un certain nombre de droits qui sont reconnus, que je vais énumérer, mais je ne veux pas non plus être trop, d'avoir un catalogue de droits, mais n'empêche que c'est ce qui illustre au quotidien, à travers ce que je disais, toutes les prises de décision des personnes. C'est la question du respect de la dignité, de l'autonomie individuelle qui est protégée par la Convention internationale des Nations Unies, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes. Le principe de non-discrimination, la participation et l'intégration pleine et effective à la société, le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité, l'égalité des chances, l'accessibilité, le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et le respect du droit des enfants à préserver leur identité. Et au-delà des principes généraux, les droits qui sont expressément énoncés dans la Convention, c'est l'égalité devant la loi et les non-discriminations, qui impliquent pour les personnes en situation de handicap de ne pas mettre en œuvre une égalité formelle, c'est-à-dire de ne pas tenir compte des différences, mais de mettre en œuvre une égalité effective, qu'en droit européen on dit substantielle, c'est-à-dire en mettant en œuvre des aménagements, des adaptations, des mesures appropriées. Et les mesures appropriées, c'est ce qui a été introduit dans la loi de 2005, notamment au niveau de l'emploi. Donc ça veut dire d'agir sur l'environnement pour recréer les conditions d'égalité. La Convention a aussi expressément énoncé le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité pour les personnes en situation de handicap, la reconnaissance de la capacité juridique, qui est un aspect effectivement qui pour la France a posé des questions par rapport aux dispositifs existants concernant les mesures de protection juridique dans notre cadre normatif, du droit d'être à l'abri de la torture, du droit d'être à l'abri de l'exploitation et de la violence et de la maltraitance, du droit au respect de l'intégrité physique et mentale, de la liberté de déplacement, du droit à vivre au sein de la communauté, de la liberté d'expression et d'opinion, du droit au respect de la vie privée, du droit au respect du foyer et de la famille, du droit à l'éducation, du droit à la santé, du droit au travail, des conditions de vie décentes, du droit à participer à la vie politique et publique et du droit à participer à la vie culturelle. Donc on voit bien que tous les champs sont couverts évidemment par la Convention internationale, qu'en droit français, ces différents volets sont aussi mis en œuvre puisque, encore une fois, il n'y a pas de discrimination fondée sur le handicap qui soit possible. Donc les droits sont exercés sur la base de l'égalité. Et donc, effectivement, les droits fondamentaux, finalement, ils constituent des obligations juridiques qui vont garantir à l'individu une faculté d'agir, de faire, de s'opposer, de s'abstenir, ou finalement les droits fondamentaux qui sont proclamés au niveau international et qui sont aussi présents au niveau du droit français sont effectivement garantis sans distinction fondés sur le handicap. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau du droit français, on a cette transposition par des différentes jurisprudences sur le droit au respect de la vie privée que le Conseil constitutionnel a aussi associé en le combinant avec l'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et le droit au respect de l'intimité, le droit à mener une vie familiale normale, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'accès aux droits, mais tout ça pour bien souligner le fait que le respect des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap, il est semé d'obstacles matériels ou bien liés aux représentations liées au handicap au sein de la société, mais l'inscription du respect du projet de vie, c'est vraiment, dans le cadre de la loi de 2005 et en règle générale dans les pratiques de vous, des professionnels qui accompagnent les personnes dans l'expression de leur projet, un marqueur du respect des choix de la personne et donc de garder à l'esprit la nécessité de respecter les droits fondamentaux des personnes. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. C'est pas forcément évident.
Merci beaucoup, Madame Howard. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, la première question est toujours compliquée. Sinon, moi, j'en ai une. Mais j'espère avoir bien compris ce que vous avez dit, parce que c'était assez technique. Moi, de ce que j'ai compris sur le projet de vie, est-ce que le projet de vie est quelque chose d'opposable? C'est-à-dire, je suis en situation de handicap, j'ai mon envie, ma vie, c'est de vivre à domicile. J'ai besoin pour ça d'une assistance 24/24, 7/7. Et l'évaluation qu'on peut faire de moi, c'est que, d'un point de vue médical ou autre, c'est que c'est plutôt l'établissement qui est préférable. Est-ce que là, il n'y a pas une question de tension entre les moyens qu'on va me donner pour pouvoir bénéficier de la compensation et les moyens qui sont ceux d'un établissement qui sont peut-être moins chers? Est-ce que c'est opposable? Est-ce que j'ai le droit de dire, si c'est comme ça, et donc on me suit? Alors, le projet de vie, il est... Comment dire? Le terme projet de vie, il n'est pas forcément opposable en soi. La question, c'est quel est le projet qui se décline derrière le projet de vie et donc qui mobilise un droit qui serait opposable. C'est plus dans ce sens-là. Sur l'exemple que vous citez sur la question, en l'occurrence, de pouvoir bénéficier d'une aide 24 heures sur 24 ou d'aller en établissement, le refus qui serait motivé sur le fait que c'est trop lourd de vous donner... je ne sais pas quel est le refus qui pourrait être opposé à la personne, puisqu'aujourd'hui, justement, les dispositifs, depuis la loi de 2005, permettent de sortir d'une forfaitisation qu'il y avait avant avec la CTP sur les aides humaines vers une individualisation et donc une réponse aux besoins. Et là, pour le coup, la loi de 2005 a bien protégé ce droit aux aides humaines et permet d'aller jusqu'à 24 heures, voire même au-delà, pour des personnes qui ont des difficultés très particulières, qui nécessitent 2 intervenants sur certaines tranches d'heures. Et donc, on a eu des plans d'aide à 26 heures. Donc, au plan juridique, là, je pense que une situation où on refuserait au motif qu'il vaut mieux aller en établissement si le choix de vie de la personne, c'est d'être à domicile, ça serait plus un travail, je vais dire quelque chose de négociation pour mettre en avant pour quelles raisons on pense que les conditions de vie seraient plus sécurisantes en établissement, pour éclairer la personne dans son choix, si vraiment il y a une raison. Mais en principe, là, le projet de vie est opposable. Typiquement, dans ce genre de questions, oui. C'est l'un des apports de la loi de 2005, d'avoir les outils juridiques pour respecter les aspirations de la personne et son mode de vie. Merci beaucoup. Est-ce que ça a suscité d'autres questions? Bonjour, Sonia Inou pour le collectif France pour l'appui à la demande. Je vous remercie pour alors ces éclairages, non, mais pour expliciter clairement tout ce que concerne la loi et la Convention internationale des personnes handicapées. On sait bien qu'aujourd'hui, la participation des personnes est conditionnée par une présumée incompétence. Vous avez rappelé que le législateur a confié à la MDPH l'accompagnement des personnes et des familles pour l'éclairage suffisant, en tout cas, pour émettre et formuler leur projet de vie. Mais quel outil aujourd'hui, quel vecteur juridique existe ou pouvez-vous nous préconiser justement pour faciliter cet accompagnement dans l'information et dans la récupération des ressources nécessaires justement à faire ces fameux choix? C'est vrai que dans le cadre de la loi 2005, il y a eu, il y a beaucoup de choses qui sont inscrites dans la loi avec une ambition où la MDPH avait un rôle avec beaucoup de missions, faut le reconnaître, et que parfois on peut voir que dans la pratique, il y a un écart entre le fonctionnement de la MDPH et les moyens dont elle dispose et tout le catalogue de missions qui était prévu dans la loi. Cependant, dans la loi, il y a une disposition qui prévoit effectivement que les MDPH ont la possibilité de mettre en place des partenariats et de la coopération avec d'autres acteurs sur le terrain pour mettre en œuvre ces missions. Donc, la mission qu'avait confiée le législateur, qui est toujours en l'état, dans le Code de l'action sociale et des familles aujourd'hui, d'accompagner et d'aider par rapport au projet de vie les personnes et leurs familles pour s'exprimer. C'est une mission qui incombe à la MDPH, mais qui peut tout à fait être travaillée en partenariat avec des acteurs dont la mission serait l'aide et l'appui à l'expression de ce projet de vie. Alors, je vais être un petit peu plus claire. Alors, quand les familles remplissent leur dossier MDPH, donc avec le fameux projet de vie,
C'est un peu comme si vous candidatez à un examen et vous remplissez un certain nombre de critères pour qu'on vous donne une note. Vous êtes accepté, pas accepté sur un certain nombre de matières. Hein. Je fais le parallèle par rapport à un examen. Mais comment on peut, pour les familles ou pour les personnes, exprimer le fait qu'on n'est pas d'accord ou exprimer le fait qu'on a envie de faire quelque chose d'autre que ce qui nous est prescrit et préconisé. Comme tous les droits ne sont pas des choses qui ont été posées pour garantir les droits des personnes qui doivent être instrumentalisées pour être en rebours et donc être imposées ou être subies. La personne, soit elle se prévaut de son droit et donc elle fait valoir son projet de vie, donc elle remplit la feuille sur le projet de vie, soit elle ne souhaite pas se prononcer là-dessus parce qu'elle souhaite faire une demande sur un point précis dont elle a besoin, et donc elle remplit sa demande sans remplir le projet de vie. L'exercice d'un droit, c'est toujours comme ça, en fait. Donc là, le projet de vie, au sens du législateur, c'était de mettre en place un garde-fou pour s'assurer qu'il y a bien qu'à chaque fois, d'ailleurs, il n'y a pas que le projet de vie, hein, il y a toutes les étapes sur les observations, sur le plan personnalisé de compensation, sur le fait de pouvoir être présent lorsqu'on va examiner la situation des personnes, où elles peuvent être présentes à la commission des droits et de l'autonomie au jour de sa séance, etc. Il y a plusieurs endroits où, effectivement, on veut s'assurer qu'il y a ce dialogue et que les décisions qui seront prises seront bien celles en conformité avec les aspirations de la personne. Donc, du coup, si une décision ne convient pas, soit parce qu'elle est parcellaire, il faut refaire une demande. Je ne sais pas si je vais répondre à votre demande, et puis si elle ne convient pas, il faut la contester. Donc, après, on ne peut pas rendre opposable à des personnes qui ne voudraient pas écrire un projet de vie le fait de dire que votre dossier sera examiné si vous avez rempli cette feuille sur le projet de vie. Donc, ça ne peut pas être un outil au détriment des personnes, puisque c'est pour, au contraire, renforcer leurs droits et protéger leurs droits. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je ne sais pas. Ce n'est pas toujours un exercice facile. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, Julien Roturo, manager dispositif d'assistance à parcours de vie. Ah, merci. J'ai une question qui traite de... je vais essayer d'être le plus direct possible. Est-ce qu'il y a des populations qui n'auraient pas accès au dispositif? Je fais exprès de le formuler comme ça. Parce que quand on se penche sur des réalités de personnes, ce qu'on peut en entendre, de la personne elle-même, des proches aidants, de professionnels ou d'institutions, il pourrait y avoir des populations, on pourrait se dire, eux, un peu moins que d'autres. Je vais essayer d'être plus précis. On pourrait se dire que, par exemple, des catégories de handicap, le polyhandicap, du fait de difficultés de communication ou d'expression, pourrait être limitant pour accéder ou des maladies ou d'autres maladies psychiques, psychiatriques, la schizophrénie, on va la nommer, qui ferait que, par essence même, des catégories de personnes ne pourraient pas avoir accès au droit et à l'expression et à la participation. J'aimerais avoir votre point de vue sur ça. Merci. Alors, sur l'accès aux droits, par principe, les droits ils sont garantis pour tout le monde sans distinction. Après, pour l'exercice des droits, il y a nécessité parfois d'avoir des aménagements. Ça, c'est indéniable, parce qu'en état, s'il n'y a pas d'action sur l'environnement, il y a des droits qui ne peuvent pas être exercés. C'est bien tout le problème de la question du droit à compensation, de l'accessibilité universelle aussi au plan collectif. Ensuite, sur la question de l'expression, du coup, peut-être que je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la question, finalement, qu'on partirait d'un postulat qu'il y a des personnes qui ne sont pas en mesure d'exprimer un projet de vie. Mais tout dépend de ce qu'on met derrière le projet de vie. Tout dépend aussi des conditions concrètes pour l'expression de ses aspirations et ses besoins, et de la connaissance des besoins de la personne, parce qu'on connaît la personne, et donc de l'entourage aussi, qui va peut-être à même d'exprimer certaines choses, et des outils pour communiquer avec des personnes qui ont des difficultés de communication. Donc, a priori, j'aurais envie de dire que toute personne a nécessairement un projet de vie et des besoins et des aspirations sur lesquels on peut travailler et essayer d'apporter des réponses. Donc, il n'y a pas de notion de... D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans les débats sur le projet de vie. Il n'y a pas de notion en lien avec des barèmes médicaux ou de capacité. Et c'était tout l'enjeu du droit à compensation et de l'évaluation globale, et de sortir du modèle médical, de prendre en compte la personne et ses aspirations telles qu'elles sont exprimées ou telles qu'on
on peut essayer de l'accompagner pour l'expression de ses souhaits. Je ne sais pas si ça répond du coup à votre question, mais Y a-t-il d'autres questions? Moi, c'était juste pour être sûr d'avoir bien compris. Vous parliez tout à l'heure de la possibilité que soit la personne en situation de handicap ou son représentant légal puisse être présent lors de la CDAPH. oui. Ça, c'est possible. Alors, c'était juste une illustration pour dire que pendant tout le processus, en fait, dans la loi 2005, il y a eu beaucoup de garde-fous qui ont été mis. Oui, il y a une disposition dans le Code de l'action sociale et des familles, R146-20 quelque chose, j'ai peur de dire une bêtise, c'est 29 ou 28, mais oui, qui prévoit que les personnes sont informées. Mais ça, c'est en fait, on a la même chose que pour la Convention internationale sur le droit des personnes handicapées. On a des textes qui sont valables pour tout le monde. Et en fait, il y a la nécessité de rappeler que ces droits sont aussi applicables aux personnes en situation de handicap. Donc, on refait des textes spécifiques. Au niveau de la présence des personnes à la CDAPH, c'est ni plus ni moins que l'application du code de justice, du code pas de justice administrative, du code des relations entre l'administration et les usagers, qui prévoit quand une instance prend une décision sur la situation de quelqu'un, elle doit pouvoir s'exprimer, faire valoir entre guillemets sa défense. Donc là, ça a été une demande de le retransposer pour les MDPH dans le Code de l'action sociale et des familles et de ne pas le laisser juste dans le dispositif de droit commun pour être sûr que ce soit une possibilité Donc, pour les personnes. Ça veut dire que si une famille souhaite être présente lors de la commission, il faut qu'elle en informe la MDPH. Et comment ça se passe? Parce que souvent, les familles ne savent même pas quand est la date de commission. Non, normalement, il y a tout un processus. La plupart des MDPH ont des lettres types et donc ont des mentions types qui disent que elles sont informées que la CDA, son dossier sera examiné à telle date et qu'elle pourra être présente ou représentée par la personne de son choix. C'est ce qui est prévu dans le Code de l'action sociale et des familles. Ça c'est des choses que, je sais pas, moi, dans la par rapport à réalité, toutes les pardon, familles, dans la réalité, elles sont reçues, les familles, mais elles sont informées de la date au mieux 8 jours avant, ce qui n'est pas forcément très facile, et avec beaucoup d'insistance aussi de la part des familles pour pouvoir participer à la CDAPH. La Gironde. Il y a autant de, oui, voilà. Après, il y a autant de pratiques que de. C'est un droit que peu connaissent, et c'est vrai que nous, on le rappelle régulièrement aux familles qui ne se sentent pas forcément légitimes à y aller. Elles peuvent être accompagnées de la personne de leur choix. Ça peut être un juriste, ça peut être une personne un travailleur social. Mais c'est vrai que dans les faits, il faut quand même le signaler de façon très claire sur le dossier MDPH, parfois en rouge, parfois 3-4 fois dans le dossier à différents endroits. Et il faut se remanifester. Et dans la réalité, au mieux, elles sont averties 8 jours avant, par téléphone. Voilà. Donc on ne peut pas dire que tout soit mis en œuvre pour qu'elles y soient. Voilà. Oui, elles ont la possibilité, et comme pour beaucoup de choses d'ailleurs, elles ont la possibilité, mais dans les faits, il y a quand même un décalage assez important. Oui, donc effectivement, c'était vraiment une façon de pouvoir réinscrire la personne et l'entendre et le dialogue à différentes étapes. Bien sûr, mais une personne polyhandicapée qui doit se déplacer, il y a toute une logistique à penser en amont. 8 jours, c'est un peu court. Tout à fait, oui. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est indiqué la personne ou la personne de son choix pour la représenter. Que ce soit lié au handicap ou pas, la personne peut choisir aussi, parce qu'il y a 24 membres des fois dans les CDA, c'est un peu impressionnant pour les personnes aussi. Mais au-delà de la question du processus de demande au niveau de la MDPH, c'est vrai que le projet de vie, il traduit au quotidien des choix de la personne, et donc l'exercice des droits fondamentaux, qui encore une fois sont les mêmes pour tous, et nécessitent par contre des adaptations, des aménagements particuliers, individuel ou collectif, pour qu'il soit mis en œuvre. Juste une petite précision concernant la CDAPH, parce qu'il y a l'exercice du droit et le principe de la réalité. En tout cas, pour siéger à la CDAPH 64, en général, ce qui se passe, c'est que lorsque l'équipe pluridisciplinaire se prononce favorablement à la demande, en général, les familles ne demandent de ne pas être présentes. Par contre, elles sont présentes à chaque fois qu'il y a un recours. C'est-à-dire, si en effet, elles ne sont pas d'accord avec la décision prise, à ce moment-là, elles assistent au recours. Mais c'est vrai que c'est en général lorsque l'avis n'est pas conforme à la demande de la famille ou de son représentant. Mais parce qu'à un moment donné, il y a le principe de réalité aussi. Oui. Mais a priori, ça s'exerce.
Oui, bonjour. Moi, je voulais juste savoir comment, à 18 ans d'une loi de 2005, on en est encore à un combat pour la mise en place des projets de vie. C'est là. Ah oui, merci, je cherchais. C'est à moi que vous le demandez. Non, c'était une question très générique en fait. Mais alors, voilà. oui, c'est... Il y a la loi et puis après, il y a une application, une non-application de loi ou des résistances qui font que c'est toujours extrêmement compliqué. Oui. Et c'est souvent un combat pour les familles. Et c'est des nécessités d'accompagnement qui ne pourraient pas être, du coup. Oui, parce que l'exercice des droits effectifs sur la base de l'égalité, sans discrimination fondée sur le handicap, pour l'accès à l'éducation, à l'emploi, etc., implique des interventions et derrière des moyens financiers pour réaliser ces droits fondamentaux. Donc la question, est-ce que l'exercice des droits fondamentaux, lorsqu'elle implique des moyens financiers, est-ce que c'est toujours possible de les exercer? C'est bien là notre difficulté. Les nerfs de la guerre. Voilà. Donc, Oui, bonjour. Michel Paillet, je suis parent d'une personne handicapée et tuteur à la personne. Lorsque le foyer de vie est réalisé dans l'établissement, quelquefois l'éducateur voit directement avec la personne handicapée et nous ne sommes pas associés à cet échange. Alors, nous voyons le projet de vie au moment de la signature, mais sans avoir participé aux discussions. Est-ce que c'est normal ? Je vais répondre, mais comment dire, tout dépend des... Il y a quand même un certain nombre de choses où les professionnels des établissements qui accompagnent des personnes sous mesure de protection juridique ne peuvent pas associer lors de tout entretien, toute action, à tout moment, le représentant. Et d'ailleurs, au niveau des dispositifs et l'esprit de la loi sur les majeurs protégés, c'est pas l'objectif. Donc voilà, il me semble qu'à des moments, il y a un travail qui est fait avec la personne pour développer aussi son autonomie. C'est son lieu de vie, donc les professionnels savent aussi identifier un certain nombre de choses par rapport à des activités proposées et ce qu'elle exprime. Et donc, ça me semble logique que ça soit peut-être à des moments plus pertinents où on associe le représentant légal quand il s'agit de reprendre les choses et d'aller sur un projet personnalisé qu'on va travailler ou des choses comme ça. Après, je ne peux pas répondre à toutes les questions, donc je vous fais des réponses. D'accord, merci. Voilà, mais ça me semble logique qu'aussi il y ait la place de la personne avec un espace où elle s'exprime elle et que soit associé le représentant légal à des moments, on va dire, stratégiques, quoi. C'est toute la question de l'autodétermination aussi, quelle que soit la situation de la personne et son handicap. D'accord, merci. Bonjour, petite question. Tout à l'heure, vous étiez en train de nous dire que le droit à la compensation, c'est un outil pour l'effectivité des droits fondamentaux. Voilà. Ouais, des droits. On se rend compte que par moment, ce droit à la compensation devient un droit à la discrimination. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas l'AESH, l'enfant n'est pas pris à l'école. Est-ce que les familles ont la possibilité, dans ces cas-là, de retoquer la MDPH en disant « Ok, on a ce droit à la compensation qui est ouvert, mais en fait, au lieu d'être nous permettre l'effectivité du droit, c'est un frein pour nous. » Est-ce que la MDPH a un moyen ou pas de faire levier ? Est-ce qu'autour de la loi de 2005, il y a des notions de levier ou pas ? Je n'ai pas tout à fait compris votre question. C'est que vous disiez, en fait, quand le droit à compensation, les droits sont ouverts mais pas mis en œuvre ? Oui, voilà. Et qu'en fait, ça devient un droit à la discrimination puisqu'il n'y a pas l'AESH. Oui. Donc, s'il n'y a pas l'AESH, l'enfant n'est pas accueilli à l'école. Alors, moi, je suis gênée par le glissement entre droit à compensation qui devient un droit à la discrimination, parce que j'avoue que je suis assez... d'avoir vu un peu à l'époque, tout le travail et le combat que c'était et l'innovation quand même énorme d'avoir pu obtenir que ce ne soit pas que des prestations financières forfaitisées, mais quelque chose qui est un droit à compensation individualisé. Donc, pour moi, ce n'est pas le droit à compensation qui devient une discrimination, c'est qu'il y a un droit qui est reconnu. Et après, il y a d'autres acteurs à mobiliser pour que le droit soit effectif, et d'autres acteurs et d'autres leviers
de réclamer les droits, y compris d'aller solliciter les juridictions, évidemment, du coup, du fait de mes fonctions. Le juge est plus à même parfois de pouvoir trouver une solution pour enjoindre aux administrations de mettre en œuvre ce droit qui doit être pensé en amont, puisqu'on a des outils de pilotage qui permettent d'identifier les besoins aussi. Donc, après, je ne veux pas répondre à tout comme ça. Ce n'est pas un exercice facile que vous me demandez. J'essaie de le faire au mieux et avec humilité. Mais, donc voilà. Donc, ce n'est pas pour moi le droit à compensation qui devient du droit à la discrimination. C'est clairement pas ça. La problématique, c'est la mise en œuvre. Et donc, d'autres acteurs qui sont en charge de la mise en œuvre, vers lesquels il faut... Je suis d'accord avec vous, c'est pousser le trait parce qu'en fait, ça devient un frein pour les familles. Donc j'entends qu'il y a au niveau juridiction, mais est-ce que là, par rapport à la loi de 2005 et aussi la MDPH, est-ce que la MDPH peut être levier à ce niveau-là ou non? C'est plutôt... comme tous les acteurs, je pense que oui, la MDPH, elle peut être un levier pour aider aussi... Peut-être que certains représentants pourraient peut-être mieux s'exprimer sur ce sujet que moi, je pense, sur ce qu'elles font. Mais effectivement, tous les acteurs qui interviennent dans la politique du handicap peuvent travailler ensemble. Et c'est ce qui est fait au quotidien pour essayer de trouver des solutions. Donc, je laisse la parole à ceux qui pourraient répondre sur la MDPH éventuellement. En tout cas, merci beaucoup. Je suis désolé, il y a sûrement encore plein d'autres questions parce que ce sujet est évidemment vif et suscite beaucoup d'interrogations. On retiendra en tout cas qu'il y a le droit et l'exercice du droit, et il peut y avoir un peu de distance entre les deux. Moi, je voulais réellement vous remercier, Madame Aouar, pour avoir fait cet exercice qui est complexe. Lorsqu'on se plonge dans le droit, c'est jamais simple, et vous avez su le faire avec beaucoup de... Oh, dis donc. Oh, heureusement que t'es là. Parce qu'alors, ah oui, effectivement. On vient compléter. Parce que on a su qu'ici c'était innovant, que c'était bienveillant et pas jugeant. Donc on s'est dit, avec café, on s'est dit, on y va. J'ai couru. Bah oui. Parce qu'on est des interventions comme ça rapides et tout, nous. Ah, on est sur les vies. Je suis... Comme toi. Je suis... Café. Paliste. Vous pouvez. Oui. Je suis spécialiste des chaises. Café et spécialiste des chaises. L'environnement, tu l'as dit, il faut prendre en compte l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Attention. Alors, la bleue. Je suis jolie. Comment elle se sent ici, la bleue? Je suis timide. Oh, elle est timide. Et oui. Oh là là, je suis timide. Oui. Je suis jolie. Pour voir tout le monde. Eh oui. C'est ça. Ça va, Café, cette première expérience? Tu te sens bien? Ça va? Ça va. Parce que c'est pas un métier facile, hein? Vas-y, prépare-toi. La rouge. La rouge. Toi aussi, tu as fait avant. Absolument. Ah, c'est ça. Ah oui, vous voyez, la position n'est pas du tout la même. Déjà, on sent, effectivement. Hein, ouais. Oui, ah oui. Qu'est-ce qui se passe, Café? Ah oui, je travaille devant eux. Ah, elle est plus difficile, celle-là. Ah, oh. Ah, vous voyez, le spécialiste en action. Hein? Voilà. Le corps dans sa globalité. Oh là là, ça y est, la rouge prend son envol. Elle s'auto-détermine de manière éclairée. Oui. Oh, ça va, Café? Tu te sens bien? Attends, je te fais un petit coup de bienveillance. Viens. Oh, pardon. Oh, merde. Oh, des fois, la bienveillance, là, ça fout en l'air. Trop de bienveillance, des fois. Oh, c'est bon, la bienveillance. Ah, c'est bon. Ah oui, d'accord, pardon.
Non, des fois, je... Pardon. Non, mais tu veux, ça me dérange pas. Je vais bien veiller, Linda. Je peux te bien veiller? Allez-y. Ah. C'est agréable. Ouh, c'est bien. Ouais, ouais. Attention. 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 Oula, oula. Alors ça, c'est une autre technique. Voilà. Ah, oh non, mais attendez, une maîtrise, hein? Spécialiste de l'environnement. Ah. Oui. Il soulève. Elle soulève, elle se soulève. Il se soulève. C'est la compensation du déplacement. Ouais. Oui. Vas-y, café. Oh là là, oui. Ah oui. Oui, ça y est, elle est partie. Ah, elle expérimente l'EHPAD. Oh, ça y est, je me fais bouffer. Oui. Madame. Oui. Linda, viens tester toi aussi. Viens Oh oui. tester. Est-ce que tu sens? Est-ce que la chaise sent le pouvoir de Linda? Ah oui, je le sens. Oui, elle le sent. Je sens, Merci, je merci. sens, il m'écrase. Elle sent. Ah, et Il oui. m'écrase la tête. Ah, des fois, c'est le savoir, ça écrase la tête. Oui. Trop de savoir comme ça d'emblée, c'est... Ça... Donc moi, je ne sens rien, puisque je ne suis pas spécialiste, bien sûr. Donc ça ne me fait absolument rien. Mais vous pouvez noter la différence. Et elle va où, elle? Elle revient à sa place? Oui. Elle était contente d'être là? Ah oui, oui. Elle était contente. Attends, j'ai pas le Elle sens. était ravie. Là, voilà. Là. Ah. Voilà, comme ça. Ah, tu respectes bien le... D'accord. Je move. Ok. C'est toi le spécialiste. Après, l'autre chaise rose. Ah. On va essayer d'autres. Vous notez, mais ouais, vous notez que deux chaises roses ne s'appréhendent pas de la même manière et ne donnent pas le même effet. Ouais, très cool. La victoire, oh, le cigare, la clope, tout, la totale, l'addiction. Oui, enfin bon, faut y aller là. Hein. C'est pas parce que celle-là elle est sympa qu'il faut y rester 3 heures hein, aussi. Bon. Oula. Oula, c'est sérieux, là. Oula, c'est un peu... Celle-là, il faut la trouiller, Linda. Oula, il faut la trouiller, celle-là, Linda. Ouais, c'est moi. Vas-y. Ouais. Oui, Ouais. c'est nous. Oui. Ben, on est bien, là. On est bien. Moi, je suis à l'aise, plaise. Ah. Oh. Chef, oui, chef. Oh, ça, c'est l'ARS, ils sont tac, 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 tac.